Et bonjour. Alors, on continue le défi bac philo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: la conscience n'est-elle tournée que vers elle-même? Cette question nous vient des ressources en ligne mises à disposition par l'Académie de Montpellier, dans le livret sujet de dissertation de l'épreuve de philosophie au baccalauréat 1996-2022. Plus précisément, elle nous vient de la section du livret appelée Nouveau programme 2020. L'usage voudrait dans une dissertation de bac que pour commencer, j'analyse et définisse les termes de la question. Mais comme je vais m'appuyer principalement sur la pensée développée par Hume dans le traité de la nature humaine, je vais sauter cette étape, car dans une certaine mesure, l'exposé d'aujourd'hui va permettre de définir les termes du sujet. Laissez-moi donc à la place vous annoncer le déroulé de l'exposé d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous verrons avec Hume que la conscience est tournée vers elle-même. Puis, dans un second temps, nous verrons que la conscience est également tournée vers autrui. Enfin, pour finir, nous verrons que la conscience est aussi tournée vers des stimuli endogènes et exogènes. Sur le chemin, j'apporterai également en bonus un éclairage sur le cogito de Descartes que la pensée de Hume m'a inspiré. Je vous prie de ne pas prendre trop vite ce plan pour une réponse à la question, afin que nous puissions voir où la pensée de Hume nous mène, et afin que nous puissions voir comment nous pouvons répondre à cette question en nous appuyant sur sa pensée. Voyons d'abord ce qu'il en est de la conscience tournée vers elle-même. Dans la première partie du livre 2 du traité de la nature humaine, au paragraphe de la section 11, Hume nous dit que il est évident que l'idée, ou plutôt l'impression que nous avons de nous-mêmes, nous est toujours intimement présente et que notre conscience nous donne une conception si vive de notre propre personne qu'il n'est guère possible d'imaginer qu'une autre puisse la dépasser de ce point de vue. Ici, Hume nous parle de la conscience de soi et nous dit que c'est nous-mêmes qui avons la plus vive conscience de nous-mêmes. Je relis. Il est évident que l'idée, ou plutôt l'impression que nous avons de nous-mêmes, nous est toujours intimement présente, et que notre conscience nous donne une conception si vive de notre propre personne qu'il n'est guère possible d'imaginer qu'une autre puisse la dépasser de ce point de vue. C'est nous-mêmes donc qui avons la plus vive conscience de nous-mêmes. Et il est impossible qu'une autre personne ait une conscience de nous-mêmes aussi vive que celle que nous en avons. Nous avons conscience de nous-mêmes donc. Dans le même ordre d'idées, Hume nous dit dans la 4e partie du livre 1, plus précisément au paragraphe 7 de la section 2, que toutes les actions et les sensations de l'esprit nous sont connues par la conscience. Ce qu'il nous dit ici, c'est que les choses que nous avons à l'esprit nous sont connues par la conscience. Je relis. Toutes les actions et les sensations de l'esprit nous sont connues par la conscience. De mon point de vue, ces choses que nous avons à l'esprit et qui nous sont connues par la conscience sont du même ordre que la conscience de soi, puisque c'est dans l'esprit que ces choses sont conscientes. Les choses que nous avons à l'esprit, donc, sont du même ordre que la conscience de soi. Là, on n'est pas loin du cogito de Descartes. Je pense, donc je suis. Des méditations métaphysiques. En effet, il est légitime d'appeler pensée ces choses que nous avons à l'esprit, que Hume appelle action et sensation. Dans cette mesure, on peut voir que la conscience de soi, je suis, est difficilement dissociable de la pensée je pense, entendue comme action et sensation de l'esprit. En effet, être en passe par des actions de l'esprit, des pensées, que l'on peut qualifier de sensations de l'esprit. Car quand on pense, on ressent que l'on est, et c'est un processus actif. Les choses que nous avons à l'esprit, donc, sont du même ordre que la conscience de soi. Pour conclure sur ce sujet de la conscience de soi, on peut dire que, ainsi que le dit Hume,
que nous avons conscience de nous-mêmes et que les choses que nous avons à l'esprit, les pensées, sont du même ordre que cette conscience de soi, qu'elles sont conscience de soi. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant explorer un autre aspect de la conscience, à savoir l'aspect conscience tournée vers autrui. Dans la première partie du livre 2 du traité de la nature humaine, au paragraphe 5 et 6 de la section 11, on remarque que dans la perspective de Hume, la conscience de soi n'empêche pas d'avoir de l'empathie. Bien au contraire, on remarque que dans la perspective de Hume, elle la produit. Le cheminement de Hume est un peu long et vous allez avoir l'impression, pendant ce cheminement, que nous avons perdu de vue les notions de conscience de soi et de conscience d'autrui. Mais je vous prie d'être patient afin de suivre le raisonnement de Hume. Dans le paragraphe 5, son cheminement va d'abord explorer la notion d'empathie pour ensuite explorer le lien qu'elle entretient avec la notion de conscience de soi, pour finalement nous montrer, dans le paragraphe 6, que la conscience de soi produit l'empathie pour autrui. Autrement dit, la conscience de soi produit la conscience tournée vers autrui. Voyons cela en commençant par le paragraphe 5. Je le lis une fois, et après je l'explique. Il est évident, nous dit Hume, que la nature a conservé une grande ressemblance entre toutes les créatures humaines et qu'on ne remarque jamais aucune passion ni aucun principe chez les autres qui ne puisse trouver à un degré ou à un autre le parallèle en nous-mêmes. Une remarquable ressemblance doit beaucoup contribuer à nous faire entrer dans les sentiments d'autrui et à nous les faire adopter avec facilité et plaisir. De façon similaire, nous trouvons que là où, en plus de la ressemblance générale de nos natures, il existe une similitude particulière de manière, de caractère, de pays ou de langue, de façon similaire, nous trouvons que cette similitude favorise la sympathie. Plus forte est la relation entre nous-mêmes et un objet, plus facile est la transition de l'imagination qui apporte à l'idée reliée la vivacité de la conception avec laquelle nous ne cessons de former l'idée de notre propre personne. Ici, Hume nous parle de l'empathie et nous dit que plus notre ressemblance avec autrui est forte, plus notre empathie est forte. En effet, il nous dit que les passions et les principes que l'on retrouve en autrui, nous le retrouvons en nous-mêmes, ce qui est une forme d'expression de l'empathie, car se reconnaître en autrui, c'est faire preuve d'empathie. Je relis. Il est évident, nous dit Hume, que la nature humaine a conservé une grande ressemblance entre toutes les créatures humaines et qu'on ne remarque jamais aucune passion ni aucun principe chez les autres qui ne puisse trouver à un degré ou à un autre le parallèle en nous-mêmes. Il ajoute que cette ressemblance doit nous permettre d'entrer dans les sentiments d'autrui, ce qui nous confirme que Hume nous parle d'empathie. En effet, l'empathie, c'est la capacité d'entrer dans les sentiments d'autrui. Autrement dit, c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui pour comprendre ce qu'il ressent. Je relis. Une remarquable ressemblance avec autrui doit beaucoup contribuer à nous faire entrer dans les sentiments d'autrui et à nous les faire adopter avec facilité et plaisir. De surcroît, Hume ajoute que plus la ressemblance avec autrui est grande, plus il est facile de ressentir de l'empathie pour lui. Je cite. De façon similaire, nous trouvons que là où, en plus de la ressemblance générale de nos natures, il existe une similitude particulière de manière, de caractère, de pays ou de langage, de façon similaire, nous trouvons que cette similitude favorise la sympathie. Enfin, Hume utilise l'expression « idée de notre propre personne » qui nous renvoie à l'idée de conscience de soi pour nous dire à nouveau que plus la ressemblance avec autrui est grande, plus nous avons d'empathie. Je relis.
Plus forte est la relation entre nous-mêmes et un objet, plus facile est la transition de l'imagination, qui apporte à l'idée reliée la vivacité de la conception avec laquelle nous ne cessons de former l'idée de notre propre personne. Dans le paragraphe 6, ce lien entre la conscience de soi et l'empathie, ce lien entre la conscience de soi et la conscience d'autrui, sera plus explicite car exprimé dans une forme moins sibylline. Dans un premier temps, Hume va à nouveau nous dire que la ressemblance avec autrui produit l'empathie. Il va ajouter que le fait d'être proche d'une personne produit également l'empathie. Enfin, il va nous dire que c'est de la conscience de soi que dérive cette empathie, cette conscience tournée vers autrui. Voyons ça. La ressemblance n'est pas la seule relation qui ait cet effet, produire l'empathie. Mais elle reçoit une force nouvelle des autres relations qui peuvent l'accompagner. Quand les autres sont trop éloignés de nous, leurs sentiments nous font peu d'effet. Pour que leur communication soit complète, la relation de contiguïté est requise, autrement dit une certaine ressemblance. Les relations par le sang, qui sont une espèce de cause, peuvent parfois contribuer au même effet. De même, les personnes de connaissance agissent sur nous de la même façon que l'éducation et la coutume, comme nous le verrons plus complètement par la suite. Toutes ces relations, une fois rassemblées, conduisent l'impression ou la conscience de notre propre personne à l'idée des sentiments ou des passions des autres, et nous les font concevoir de la façon la plus forte et la plus vive. Ainsi, la ressemblance avec autrui ou le fait qu'il fasse partie de nos proches conduisent la conscience de notre propre personne, pour reprendre l'expression de Hume, à l'empathie. Autrement dit, à la conscience d'autrui. La conscience de soi, donc, conduit à l'empathie, c'est-à-dire à la conscience d'autrui. Plus loin, Hume continue de nous parler d'autrui en utilisant cette fois l'expression « créature douée de conscience », toujours pour nous parler de la conscience d'autrui. Autrement dit, pour nous parler de la conscience tournée vers autrui. Avec cette expression « créature douée de conscience », nous allons voir que Hume ne s'attribue pas l'exclusivité de la conscience et qu'il attribue une conscience à autrui, chose que l'on pouvait deviner avec les précédents propos sur l'empathie. Il est à noter que dans la séquence que nous allons voir maintenant, Hume va toutefois nous parler de sentiments moins nobles que l'empathie. Voyons ça. Dans la troisième partie du livre 2, plus précisément au paragraphe 6 de la section 2, Hume nous dit que l'objet constant et universel de la haine ou de la colère est une personne, soit une créature douée de pensée et de conscience. Et quand des actions criminelles ou injustes déclenchent ces passions, c'est seulement par la relation ou leur connexion avec cette personne. Ici, on peut voir que Hume ne s'attribue pas l'exclusivité de la capacité de conscience, puisqu'il attribue cette faculté de conscience à ces êtres envers lesquels on peut ressentir de la haine ou de la colère. Je relis. L'objet constant et universel de la haine ou de la colère est une personne, soit une créature douée de pensée et de conscience. Ainsi, Hume ne s'attribue pas l'exclusivité de la conscience et il attribue, comme nous venons de le voir, une conscience à autrui. Il attribue une conscience à ces êtres envers lesquels on peut éprouver de la haine ou de la colère. Par ailleurs, ainsi que nous l'avons vu précédemment, Hume nous dit que la conscience d'autrui ne produit pas que des sentiments négatifs, mais qu'elle produit aussi l'empathie. Dans le traité de la nature humaine de Hume, donc, on peut voir que la conscience est tournée vers elle-même. De surcroît, on peut voir que la conscience est également tournée vers autrui. Enfin, on peut également voir que la conscience est aussi tournée vers des stimuli endogènes et exogènes. C'est ce que nous allons voir maintenant.
Il est à noter que l'on peut évidemment percevoir la conscience de soi comme une conscience tournée vers un stimulus endogène. De même que l'on peut percevoir la conscience tournée vers autrui comme une conscience tournée vers un stimulus exogène. En effet, soi-même relève bien de l'endogène, ce qui est en soi, et autrui de l'exogène, ce qui est hors de soi. Cependant, même si la conscience de soi et la conscience d'autrui relèvent bien de l'endogène et de l'exogène, il est tout de même pertinent de les étudier individuellement, comme nous venons de le faire, et d'étudier séparément les types de stimuli endogènes et exogènes que nous allons voir maintenant. Alors c'est parti. Dans la première partie du livre 1 du traité de la nature humaine, au paragraphe 1 de la section 1, Hume nous propose de nombreuses distinctions qu'il faut retenir, car il s'en sert dans toute son œuvre. Permettez-moi de vous lire ce paragraphe avant de vous les montrer, et de catégoriser pour vous ce qui relève de l'endogène et de l'exogène. Toutes les perceptions de l'esprit, toutes les perceptions de l'esprit humain se ramènent à deux genres distincts que j'appellerai les impressions et les idées. Leur différence consiste dans le degré de force ou de vivacité avec lequel elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée ou notre conscience. Les perceptions qui entrent avec le plus de force et de violence, nous pouvons les nommer les impressions. Et sous ce vocable, je comprends toutes nos sensations, nos passions et nos émotions, telles qu'elles font leur première apparition dans l'âme. Par idée, j'entends les images affaiblies de ces impressions dans la pensée et dans le raisonnement. La première distinction que fait Hume concerne les perceptions de l'esprit humain qui sont de deux types, les impressions et les idées. Je relis. Toutes les perceptions de l'esprit humain se ramènent à deux genres distincts que j'appellerai les impressions et les idées. Leur différence, nous dit Hume, consiste dans le degré de force et de vivacité avec lequel elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée et notre conscience. Il y a donc une différence importante entre les impressions et les idées. Une différence d'intensité. Je relis. Toutes les perceptions de l'esprit humain se ramènent à deux genres distincts que j'appellerai les impressions et les idées. Leur différence consiste dans les degrés de force et de vivacité avec lesquels elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée et notre conscience. Précisant sa pensée, Hume nous dit que les perceptions qui entrent avec le plus de force et de violence dans l'esprit humain, nous pouvons les nommer les impressions. Et que sous ce vocable, il comprend toutes nos sensations, nos passions et nos émotions, telles qu'elles font leur première apparition dans l'âme. Les perceptions qui entrent avec le plus de force dans l'esprit humain, donc, sont les sensations, les passions et les émotions. Les idées, par contre, entrent avec moins de force dans l'esprit humain. Par idée, nous dit Hume, j'entends les images affaiblies de ces impressions dans la pensée et dans le raisonnement. Ainsi, on peut voir que dans la perspective de Hume, les idées sont des représentations des impressions. Ce qui n'est pas sans nous faire penser à la notion de langage présente au bac philo 2025 que nous traiterons dans une prochaine vidéo. Les idées donc sont des représentations des impressions et ce faisant, elles sont d'une intensité moindre. C'est une distinction importante que Hume nous propose. Les idées sont différentes des impressions et elles sont d'une intensité moindre. Voyons ce qui relève de l'endogène et ce qui relève de l'exogène au sein de ces impressions et de ces idées. Hume nous dit que sous le vocable d'impression, il comprend toutes nos sensations, nos passions et nos émotions telles qu'elles font leur première apparition dans l'âme. Ici, les sensations correspondent aux perceptions du monde extérieur. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût
et le toucher. Ce faisant, elle donne accès aux stimuli exogènes, autrement dit, à ce qui se trouve à l'extérieur de nous. Les passions et les émotions, quant à elles, correspondent à des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Ce faisant, elles relèvent de la catégorie des stimuli endogènes. Il est à noter que concernant les passions, on trouve par exemple la haine, le ressentiment et la mélancolie, que Hume nous liste dans la première partie du livre 2 du traité de la nature humaine, au paragraphe 2 de la section 11. Quant à savoir ce qu'il dit de la haine, du ressentiment ou de la mélancolie, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je ne dirai donc pas grand-chose de plus pour le moment, sinon que l'on peut voir que dans une certaine mesure, passion et émotion peuvent être utilisées comme synonymes. Au sein des impressions, donc, les sensations correspondent aux stimuli exogènes perçus par la conscience. Quant aux passions et émotions, elles correspondent à des stimuli endogènes. Concernant les idées, que Hume a aussi mentionnées, et qu'il a définies jusqu'à présent comme étant des représentations des perceptions entrant avec moins de force dans l'esprit, elles sont inéluctablement des stimuli endogènes, puisqu'elles ont lieu dans la conscience. Ainsi, au sein des impressions, les sensations correspondent aux stimuli exogènes perçus par la conscience, et les passions et les émotions, elles, correspondent à des stimuli endogènes, alors que les émotions sont exclusivement endogènes. J'avais dit que je voulais montrer les nombreuses distinctions faites par Hume dans la première partie du livre 1 du traité de la nature humaine, au paragraphe 1 de la section 1, et que je voulais les catégoriser pour vous afin d'étudier ce qui relève de l'endogène et de l'exogène. C'est chose faite. J'aimerais maintenant insister sur le lien qu'elles entretiennent dans la pensée de Hume avec la conscience. J'aimerais vous montrer, toujours avec le même extrait, que c'est la conscience qui est tournée vers ces stimuli endogènes et exogènes. Permettez-moi de vous le lire à nouveau. Toutes les perceptions de l'esprit humain se ramènent à deux genres distincts que j'appellerai les impressions et les idées. Leur différence consiste dans les degrés de force et de vivacité avec lesquels elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée ou notre conscience. Les perceptions qui entrent avec le plus de force et de violence, nous pouvons les nommer les impressions, et sous ce vocable, je comprends toutes nos sensations, nos passions et nos émotions, telles qu'elles font leur première apparition dans l'âme. Par idée, j'entends les images affaiblies de ces impressions dans la pensée et dans le raisonnement. Avez-vous perçu le terme conscience quand il a été mentionné? Les perceptions de l'esprit, entendues comme impressions et idées, font leur chemin dans notre pensée ou notre conscience, me dit Hume. Je relis. Les perceptions de l'esprit humain, entendues comme impressions et idées, font leur chemin dans notre pensée ou notre conscience. La conscience, donc, est tournée vers des stimuli endogènes et exogènes. Toutes les perceptions de l'esprit humain se ramènent à deux genres distincts que j'appellerai les impressions et les idées. Leur différence consiste dans le degré de force et de vivacité avec lequel elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée ou notre conscience. Les perceptions qui entrent avec le plus de force et de violence, nous pouvons les nommer les impressions, et sous ce vocable, je comprends toutes nos sensations exogènes, nos passions endogènes et nos émotions endogènes, telles qu'elles font leur première apparition dans l'âme. Par idée, j'entends les images affaiblies de ces impressions endogènes dans la pensée et dans le raisonnement. La conscience, donc, est tournée vers des stimuli endogènes et exogènes. Pour finir, permettez-moi de vous remémorer notre question de départ. La conscience n'est-elle tournée que vers elle-même?
et de vous remercier d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'au bout pour voir comment il était possible de démontrer grâce à Hume que la conscience est tournée vers elle-même, certes, mais que du surcroît, elle est également tournée vers autrui et vers les stimuli endogènes et exogènes qui la traversent. Pour finir, je voudrais vous lire un dernier passage du traité de la nature humaine pour ouvrir le sujet vers des perspectives ontologiques, l'ontologie étant entendue ici comme la science de l'être en tant qu'être. Dans la deuxième partie du livre 1 du traité de la nature humaine, au paragraphe 2 de la section 6, Hume nous dit que il n'est d'impression ou d'idée d'aucune sorte dont nous ayons conscience ou mémoire qui ne soit conçue comme existante. Il est évident que de cette conscience est dérivée l'idée la plus parfaite et l'assurance la plus complète de l'être. Je relis. Il n'est d'impression ou d'idée d'aucune sorte dont nous n'ayons conscience ou mémoire qui ne soit conçue comme existante. Et il est évident que de cette conscience est dérivée l'idée la plus parfaite et l'assurance la plus complète de l'être. Ici, la distinction entre conscience et mémoire est importante. La notion d'être l'est aussi. Elle permet à Hume de nous dire que les impressions ou les idées dont nous avons conscience ou mémoire, j'insiste, existent. Quelles sont les impressions et les idées dont nous avons conscience ou mémoire existent. Ici, Hume met sur le même plan les impressions et les idées, pour nous dire que les unes comme les autres existent. Ceci pourrait sans conteste être mis en relation avec le monde des idées platoniciens, monde dans lequel les idées ont elles aussi une essence. Ne nous empressons pas pour autant de nous embarquer dans un déni du réel et faisons nôtre l'objectif de Hume d'être empiriste, en concluant que si les idées existent en tant qu'être et qu'elles sont dotées d'une essence, ce ne les empêche pas d'être parfois des êtres imaginaires. L'essence des êtres imaginaires. Cela me laisse rêveur. Concluons là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.